Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Soyez les bienvenus sur cet épisode du podcast Facto, le podcast dédié à la lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Au moins 2 fois dans le mois, le dimanche ou le mercredi, on vous fera découvrir les outils qui vous aideront à démêler le vrai du faux lorsque vous douterez d'une info. Je m'appelle Cynthia Cabral, votre présentatrice et journaliste fact-checkeuse, et tout au long de l'émission, je vais discuter avec des experts sur la désinformation en Afrique et donner des exemples concrets d'affirmations trompeuses et parfois fausses qui ont été vérifiées. Pour ce troisième épisode, on va faire un focus sur le rôle des médias traditionnels dans la diffusion de fausses informations, surtout lorsque ces informations concernent le continent africain. Pour ça, dans l'épisode de cette semaine, on parlera à 2 experts. Tout d'abord, je vous présente Samba Dialimpa. Bonsoir Samba. Bonsoir. Basé à Oslo, en Norvège, Samba Dialimpa est journaliste-chercheur, ancien rédacteur en chef du bureau francophone d'Africa Tchèque. Dialimpa travaille toujours sur la désinformation dans le continent en tant que doctorant. Enfin, je vous présente aussi notre deuxième invité de ce troisième épisode, Sagaïdou Bilal. Bonsoir Sagaïdou. Bonsoir Cynthia. Sagaïdou Bilal est rédacteur en chef central adjoint et responsable fact-checking chez Tama Media, un média en ligne indépendant animé par un collectif de journalistes locaux africains et de la diaspora. Merci à tous les deux d'être là. Et juste pour vous prévenir, chers auditeurs, en fin d'épisode, vous retrouverez toujours une astuce de la semaine qui vous aidera à éviter les pièges de la désinformation. Mais tout d'abord, j'ai quelques questions pour nos invités. Alors, Samba, quelles sont les principales sources de désinformation en Afrique de l'Ouest ? Alors, les principales sources de désinformation en Afrique de l'Ouest, on va dire comme ça tout de go que ce sont les réseaux sociaux pour une raison simple, où je veux dire, source en tant que plateforme qui permettent la propagation des fausses informations. Donc la raison, c'est voilà, ce sont des plateformes qui facilitent la propagation des fausses informations en raison de la facilité de partage, et dès qu'on partage, ça touche des millions et des millions de personnes. Donc un seul tweet peut se retrouver après à la fois partagé aussi bien sur Twitter, mais il peut être aussi transféré sur Facebook, il va être partagé, il pourra être transféré sur WhatsApp où il va être aussi partagé, et vice-versa. Il y a aussi TikTok qui arrive. Donc oui, les réseaux sociaux sont vraiment les principales sources en tant que plateforme, mais les sources en tant que, disons, producteurs, ça varie. Ça peut être des acteurs politiques qui le font pour diverses raisons, diverses motivations, Oui. principalement des motivations politiques pour manipuler l'opinion. Ça peut être aussi les médias, peut-être parce que à un certain moment, les gens n'ont pas été assez rigoureux dans le traitement d'une information qui se retrouve être une fausse information, ou parfois par la partisanerie aussi, on le voit, il y a des médias qui n'hésitent pas à diffuser de façon volontaire de fausses informations, également pour des raisons de partisanerie, des motivations inavouées. Donc ça arrive aussi, voilà. Et justement, Sagaïdou, selon toi, penses-tu que les médias traditionnels jouent encore un rôle majeur dans la diffusion des informations en Afrique de l'Ouest, malgré l'essor des réseaux sociaux? Parce que Samba, justement, il parle beaucoup des réseaux sociaux et que c'est une des principales sources de désinformation. Est-ce que les médias traditionnels comme la télé, les journaux, la radio jouent encore un rôle? Oui, nécessairement, ces médias jouent un rôle, mais pour moi, ce qui est d'abord important à souligner, c'est le fait que tous ces médias qu'on appelle médias traditionnels sont aujourd'hui très actifs sur ces différentes plateformes. Maintenant, les gens qui n'ont pas la possibilité de se connecter, par exemple, dans le monde rural, là, c'est notre niveau. Ils peuvent apprendre quelque chose au niveau des médias dits traditionnels, surtout les médias de masse tels que la télévision ou la radio. Et ces gens n'ont pas forcément la possibilité de vérifier ces informations. Et nous, dans nos travaux aujourd'hui, il y a des initiatives qui tentent de s'adresser à ces différentes communautés qui ne comprennent pas forcément
nos langues de production, que ce soit le français ou ceux qui produisent en anglais ou dans une autre langue, à travers le podcast ou bien les collaborations avec le radio. Mais si je prends un exemple concret, par exemple, ici au Mali, je dirais c'est plutôt les revues de presse en langue locale. C'est là où on diffuse le plus d'informations et souvent les animateurs se donnent le plaisir de traduire les articles de presse écrite. Et on sait, comme on le dit, traduire, c'est toujours trahir, mais souvent, en plus du factuel, ils ajoutent leur propre opinion et souvent, ils déforment même. Et un cas encore plus grave, ça concerne la télévision nationale même. Par exemple, je prends juste un cas qui concerne Kamala Harris, la vice-présidente américaine, qui avait fait une déclaration lors d'un sommet. Et directement, la télévision nationale a pris cette vidéo et puis l'a sortie de son contexte en prétendant que les États-Unis, à travers la voix de sa vice-présidente, soutiennent le pouvoir en place. Et voilà. Et moi, d'après les informations que j'ai eues, après, il y a des confrères qui ont fait le reproche au chef de la boîte. Il y a même un qui disait que mais ces gens sont dans la guerre de l'information, donc c'est tout à fait normal que ça soit ainsi. Donc c'est la vérité, ça a été sciemment fait, quoi. Et justement, Samba, comment est-ce que tu peux expliquer que certaines fausses informations parviennent quand même à se propager à travers des médias dits de confiance, des médias traditionnels comme la presse, la radio ou la télévision? Comme je l'ai dit un peu plus haut, cela dépend de plusieurs facteurs. Un des facteurs, ça peut être le manque de vigilance des journalistes. Les journalistes sont des êtres humains, donc ils peuvent se tromper parfois de bonne foi. D'abord, il y a ça. Ils peuvent se tromper parce que ils ont manqué ou de vigilance ou de rigueur. Parce qu'aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le journalisme, c'est aussi des process qui nous permettent de vérifier, de recouper, de trianguler les informations avant de les publier. Donc, dans ce process-là, si à un moment, il y a une étape qu'on ne fait pas bien, on s'expose à des erreurs qui peuvent nous être fatales et qui peuvent nous amener à diffuser une fausse information. Je donne un exemple banal. Il y a récemment un média très respecté au Sénégal, très réputé, Walfadjri, à partir de son site web, Walfnet et son compte Twitter, a partagé une information selon laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature d'une des têtes de liste pour les prochaines élections législatives au Sénégal. Il s'est avéré que l'information est fausse parce qu'ils se sont basés sur un autre document qu'ils ont mal lu, qu'ils ont mal vérifié. Bon, d'abord, ils ont mal interprété le contenu du document et ensuite, je pense que dans le process, peut-être que le travail de vérification nécessaire n'a pas été fait parce que s'il avait été fait, ils auraient été informés que ce document que vous partagez ne dit pas ce que vous dites, ne porte pas sur ce que vous dites. Donc, quelque part, il y a quelqu'un dans le processus qui n'a pas dû faire convenablement le travail qu'il fallait faire. Ça aussi, ça peut être un facteur qui peut amener des journalistes à diffuser de fausses informations par inadvertance. Je pense aussi, par rapport à l'exemple que Sagaïdou a donné tout à l'heure sur leur thème et la déclaration de Kamala Harris, il arrive aussi que les médias s'impliquent et diffusent volontairement de fausses informations. Un autre exemple, c'est la télévision nigérienne, je crois, qui, il y a quelques semaines, a diffusé un reportage censé montrer des militaires français qui seraient en préparation pour monter des campagnes, des opérations de déstabilisation au Niger. Mais l'image qu'ils diffusent, tout en brouillant quelque part, mais les gens, en vérifiant, se sont rendus compte qu'en fait, les images montraient Prigogine avant sa mort. Donc là, on voit nettement que c'est une campagne volontaire de désinformation parce que la télévision nationale suit le récit
des nouveaux gouvernants du pays qui considèrent, comme l'a dit Sagaïdou un peu plus haut, qui considèrent qu'ils sont dans une guerre de communication, dans une guerre informationnelle. Donc, manipuler l'information ou même diffuser de fausses informations fait partie de cette guerre d'information. Donc, la partisanerie aussi peut expliquer que des médias traditionnels contribuent à la propagation des fausses informations. Je pense que de base, il ne faudrait pas non plus qu'on considère que les fausses informations sont le fait des réseaux sociaux ou d'individus mal intentionnés sur les réseaux sociaux, etc., etc. Les fausses informations aussi, ça vient des gouvernements, d'entités réputées sérieuses, des médias classiques traditionnels qui peuvent aussi être des agents de désinformation. Oui, bien C'est sûr. cela. Dans tous les cas, je pense que c'est un grand travail, de vérification qu'il faut mener, dans n'importe quel média, qu'on soit fact-checker ou pas, et c'est pour ça que plusieurs médias essayent maintenant de mettre en place des vérificateurs justement, parce qu'ils savent que parfois, même des informations qui sont données par certains politiciens, par certains partis politiques ne sont pas forcément vraies, et il faut toujours une vérification derrière. Même si telle ou telle personne a dit telle chose, il faut toujours une vérification derrière, d'où l'importance de la vérification, de la vigilance, de la rigueur, comme tu l'as si bien dit, Samba, et aussi de la communication, parce que c'est aussi important de se baser sur des faits et pas sur des opinions. C'est ça tout le travail en fait d'un vérificateur, c'est de toujours mettre l'interprétation, l'opinion, les sentiments de côté pour se baser que sur des faits. Et justement, Sagaïdou, pour toi, quelles sont les lacunes dans les pratiques journalistiques qui permettent la diffusion de fausses informations dans les médias traditionnels? Donc là, par exemple, tout à l'heure, tu nous avais parlé du fait que les traductions n'étaient pas forcément bien faites, puisque on ajoutait, enfin les journalistes ajoutaient un peu de leur opinion dans les informations qu'ils propageaient. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui contribuent à la diffusion de fausses informations? D'abord, il y a Samba qui l'avait souligné, c'est-à-dire le travail journalistique, ça répond à des normes. Et il y a les textes conventionnels qui régissent le métier. Et surtout, quand souvent, la moindre légèreté peut aboutir à de la désinformation. Juste un cas très récent sur lequel j'ai particulièrement travaillé, c'était la dernière conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEDEAO qui a eu lieu, je crois, c'était le 7 juillet, juste après la première conférence à Niamey de l'Alliance des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, il y a le président de la commission de la CEDEAO qui avait fait une déclaration lors de la cérémonie d'ouverture. Après, il y a un extrait de sa déclaration qui a largement été publié. Dans cette déclaration, il y a beaucoup de médias, beaucoup de comptes réseaux sociaux influents qui avaient donné l'information, c'est l'affirmation selon laquelle la CEDEAO décide d'interdire, d'imposer les visas à tous les ressortissants des pays membres de l'AES. Ce retrait affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Pour moi, il y a d'abord une méconnaissance des textes en la matière. L'actualité, ces dernières années, on sait le bras de fer entre la CEDEAO et ces pays dirigés par des militaires. On sait déjà que dans les dispositifs juridiques de l'institution, ils avaient annoncé leur sortie de la communauté. Ça, c'est une déclaration. Il va falloir attendre un an à partir de la réception de la lettre pour que la disposition soit effective. Donc, pour moi, là, c'est d'abord une méconnaissance des textes de l'institution. Et pour moi, la culture générale compte beaucoup à ce niveau.
les cas qui m'a le plus marqué, parce que le rédacteur en chef, il avait fait preuve d'honnêteté. Lui, il avait donné l'information selon laquelle la CEDEAO décide d'imposer le visa à tous ses ressortissants dans le numéro concerné de leur journal. Et c'était un journal connu, plus ou moins sérieux de la place. Mais après, quand il s'est rendu compte, il a fait un erratum en expliquant que c'était une erreur. Et dans notre contexte, il y a beaucoup de cas qui se passent. C'est-à-dire, on donne l'information, même si on se rend compte après que l'information est erronée, on ne revient pas à rapidement tenter de rectifier le tir. C'est-à-dire, on se contente de ce qui est déjà fait. Et là, c'est l'une des lacunes à ce niveau. Il y a aussi la formation des journalistes en la matière. Bon, pour moi, c'est vrai, il y a des aspects encore beaucoup plus techniques qu'il faudrait être plus ou moins spécialisé sur la question de fact-checking pour pouvoir réaliser ce genre de travail, parce que c'est un travail d'abord collectif et assez méticuleux qui demande assez d'énergie, assez de temps et souvent des ressources même. Il y a des journalistes qui n'ont pas ces temps-là, ils n'ont pas les ressources nécessaires. Et il y a aussi la charge éditoriale qui s'impose à eux. On dit à un journaliste, quand on met par exemple à un journaliste dans une posture où il doit produire rapidement un papier, un élément pour que ça soit diffusé afin d'être le premier à balancer l'information. Tout ça là, ce sont des lacunes qui s'imposent aujourd'hui. Effectivement, il y a également je prends juste le cas du Mali. Moi, je me rappelle quand on a commencé le travail de vérification, à l'époque, on n'était pas vu des bons nez. Voilà quoi, il y a toujours cette opposition qui reste encore manifeste, alors que qu'on soit fact-checker, qu'on soit appelé journaliste, bon, pour moi, on fait le même métier qui est de donner l'information et l'exactitude dans les informations. Voilà, entre autres, quelques aspects que je viens de souligner. Merci beaucoup, Sagaïdou. Samba, est-ce que tu aurais des exemples concrets, justement, où un média traditionnel africain a diffusé une fausse information et quelle en a été la conséquence? Des exemples concrets avec des conséquences, je sais pas, j'avais déjà donné un peu plus tôt cet exemple avec la télévision nationale du Niger, avec ce reportage et cette vidéo qui était censée montrer des soldats ou français ou liés à la France pour tenter de déstabiliser le pays. Oui. Puis on s'est rendu compte que la vidéo montrait euh, montrer plutôt Prigogine. Je ne sais pas, les conséquences, pour moi, les conséquences, c'est que le public se détourne de ces médias qui se révèlent être un média qui diffuse de fausses informations. Donc ça, c'est une des conséquences, c'est que ça crée une sorte de défiance du public vis-à-vis des médias. Et pendant longtemps, et jusque-là d'ailleurs, on voit par exemple que les médias, ou ce qu'on appelle les médias d'État dans les pays africains, sont souvent des médias qui sont mal vus. C'est pas par rapport surtout par rapport au fait que voilà, ce sont des médias qui ont toujours été des médias euh, qui se donnent la voix officielle et qui n'hésitent pas à manipuler l'opinion pour ce qu'ils croient être la bonne cause. Je vais raconter cette anecdote qui est assez drôle. Il y a quelques années, il y a deux ou trois ans, je crois, parce que Dakar, depuis quelques années, fait face à chaque hivernage à des problèmes d'inondation. Dès qu'il pleut, toute la ville est inondée. Et le gouvernement de l'époque était très souvent critiqué par rapport à sa gestion des inondations. Et un jour, alors après, quand il a plu, et puis ce jour, il avait plu donc, et puis le soir, dans le 20h,
il y a un reportage, je crois que c'est le soir dans le 20h ou le lendemain dans le 13h, en tout cas c'est un rendez-vous d'information. Il y a ce reportage qui est diffusé par la RTS, la télévision nationale du Sénégal, où le journaliste est allé faire un reportage, disons, dans des zones qui ne sont pas inondées ou qui, après la pluie, il y avait plus d'eau. Et d'ailleurs, l'attaque du reportage, c'était après la pluie, le beau temps. Et Oui. ça a fait tellement rire et ça a fait beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux parce que les gens rappelaient que ce journaliste, en sortant de la RTS pour aller faire son reportage, a dû patauger dans l'eau puisque quand il pleut, là où se trouve la RTS est tout le temps rempli d'eau. Donc, donc, vous voyez un peu ce travail de manipulation de l'opinion où la télévision nationale fait un reportage quelque part pour montrer aux gens que, bon, il n'y a plus vraiment de problème d'inondation à Dakar, sauf que Oui. ils sont allés faire ça dans une zone qui n'est pas concernée par ces inondations et les gens voient ce reportage étant donné que eux, là où ils habitent, ils sont toujours inondés. Et l'ironie, c'est que là où se trouve la RTS, c'était aussi inondé. Donc, vous voyez un peu, ça casse la confiance que Mhm. le public est censé avoir vis-à-vis des médias. Il y a d'autres médias, hein, que ce soit des médias privés qui sont aussi euh, coupables de certaines prises de position, qui se rapprochent aussi de la manipulation. Et ça pose beaucoup de problèmes. Par Mhm. exemple, je pense que la séquence qu'on a vécue au Sénégal entre 2021 et 2023 a créé une cassure entre le public et une partie de la presse parce que le travail de cette partie de la presse a été perçu, souvent à raison, comme un travail biaisé et que les gens avaient le sentiment qu'il y avait un parti pris de certains médias dans ce qui se passait. Et du coup, on sent aujourd'hui qu'il y a une très grande défiance d'une bonne partie du public vis-à-vis des médias. Oui, je comprends. Merci beaucoup, Samba. Et donc, moi, en fait, ma question, là, elle se tourne vers Sagaïdou. Sagaïdou, est-ce que tu pourrais nous dire très rapidement, justement, comment les journalistes peuvent intégrer le fact-checking dans leur processus de travail quotidien? Parce que, justement, tu parlais du fait qu'ils n'étaient pas forcément bien formés ou ils n'avaient pas la bonne formation, justement, pour éviter de propager des fausses informations et de faire plusieurs vérifications et qu'il y avait une espèce de pression dans le fait d'être le premier à publier l'info. Est-ce que tu penses que les rédacteurs en chef aussi devraient avoir plus de responsabilités et plus de formation justement en fact-checking? Oui, et ça c'est nécessaire parce que c'est souvent quand un journaliste peut signer un élément, un papier, quand c'est bon, c'est le journaliste qu'on cite et puis voilà. Mais quand il y a un décalage, une erreur, directement au niveau des professionnels, c'est au niveau, c'est la rédaction en chef vers laquelle on se tourne parce qu'on se dit qu'il y a un travail qui n'a pas été fait quelque part à un niveau donné. Donc, bon, ça, on n'invente pas, ça fait partie des responsabilités de la rédaction en chef. Maintenant, en ce qui concerne les journalistes en question, moi, je pense que ça va de leur crédibilité en fait, parce que souvent on a tendance à confondre les choses. Et on peut faire le travail de fact-checking dans un papier sans forcément que ça soit un papier exclusivement fact-checking. Et quand on essaie de faire preuve de rigueur dans la vérification des éléments factuels, je donne juste un cas d'exemple et qui arrive très souvent et que moi je constate. Par exemple, sur le réseau social, sur la messagerie WhatsApp, très souvent vous avez des documents ou bien des extraits de documents qui circulent. Souvent, on ne sait même pas d'où ça vient. Eux, les gens se les partagent entre eux en off et d'un coup, tu te connectes sur X par exemple ou sur Facebook. Il y a des journalistes, des influenceurs ou bien des activistes qui relaient directement ces documents sur ces réseaux sociaux en donnant le prétexte comme si c'est un scoop. Alors qu'il n'y a pas eu le travail préalable de vérification. D'abord,
est-ce que le document est authentique? C'est l'une des premières questions qu'un journaliste qui se dit professionnel doit se poser. Et c'est à ce niveau. On tente d'abord d'authentifier les documents. Les documents, si le document est prétendu venir d'une institution, la première des choses, c'est de contacter quelqu'un de l'institution ou bien l'institution directement pour avoir la certitude que ces documents proviennent d'eux avant de l'exploiter. Même aussi Si ces documents... regarder sur le réseau social de l'État ou de l'institution, quoi. Voilà. Si on se hasarde à relayer ces documents et qu'après, il s'avère que le document est inauthentique. On est là dans peut-être on s'est trompé. C'est pas forcément de la désinformation parce qu'on n'a pas l'intention de relayer la fausse information, mais on est tombé dans un piège. On est un peu dans la mésinformation et ça pourrait avoir des conséquences. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, une infox, très souvent, ça circule beaucoup plus qu'une information qui a été vraiment vérifiée. Et souvent, c'est difficile de rattraper, mais on essaie de faire le minimum. Et donc, pour me résumer, moi, d'abord, je pense que le journaliste, on n'invente pas les choses. Il y a le règle déontologique et d'éthique en la matière. Il y a les textes, il faut essayer d'appliquer. Il faut même pas essayer, il faut se faire l'obligation d'appliquer tant que possible ces textes. Et quand on est tombé dans une erreur, il faut reconnaître qu'on est tombé dans une erreur et là, c'est permis. Et il faut revenir, comment on appelle ça, il faut revenir apporter la correction nécessaire qu'il faut. Et je crois aujourd'hui, avec ce monde numérique, c'est utile pour chaque journaliste d'être quand même initié aux techniques de vérification, de se familiariser avec les outils de vérification basiques en ce qui concerne notamment le contenu audiovisuel, que ce soit la photo ou bien les vidéos. Oui, c'est sûr. Mais par exemple, dans le cas de l'investigation, bon, les gens qui font de l'investigation, aujourd'hui, ils intègrent le fact-checking dans leur travail, comme dans le fact-checking aussi, on intègre des outils aux INT en la matière. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Sagaïdou. Donc, pour ceux qui ne savent pas, OSINT, ça correspond au renseignement d'origine source ouverte. Très souvent, les vérificateurs vont utiliser ces outils-là aussi pour chercher les informations, mais aussi pour vous aider et montrer que la vérité ou les faits sont à portée de main. Parfois, c'est un peu plus difficile, il faut quand même contacter certaines institutions, etc. Mais ça prouve bien que l'investigation numérique, elle est vraiment très accessible. Et donc, en début d'épisode, j'expliquais qu'on allait vous donner une astuce, justement. Et moi, mon astuce pour vous, justement, c'est de faire des cours d'investigation numérique. Et vous pouvez avoir accès à ce type de cours-là sur l'AFP, sur le site de l'AFP. Et c'est des cours qui sont gratuits. Et donc, grâce à ça, vous pouvez avoir un certain nombre d'outils que vous pourrez utiliser pour faire les recherches numériques pour connaître l'origine d'une information. Donc, merci beaucoup, Sagaïdou, pour justement le fait d'appuyer sur le fait qu'il faut que les journalistes ils soient encore plus sensibilisés au fact-checking et aussi leur rédacteur en chef parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un travail individuel, mais un travail de groupe. Donc, Samba, est-ce que toi, en tant que fact-checker, tu as déjà eu l'occasion de collaborer avec des médias traditionnels, donc télé, radio ou aussi presse, pour justement corriger les informations erronées? Disons que il est arrivé, oui, qu'on collabore avec des médias traditionnels. Je me rappelle, il y a quelques années, Africa Tchèque avait collaboré avec la radio, une radio qui est basée à Dakar, qui s'appelle West Africa Democracy Radio, et on avait un programme
hebdomadaire sur le fact-checking, donc en collaboration avec cette radio-là. Il y a eu aussi quelques collaborations épisodiques, hein, avec certains médias. Je me rappelle aussi que Africa Tech, euh, lors de la dernière élection présidentielle, a eu aussi à travailler en collaboration avec des médias, des organisations de la société civile et une école de journalisme pour mettre en place une sorte d'alliance et travailler ensemble, euh, faire du fact-checking pendant la période de la campagne électorale, une expérience que j'ai suivie de loin mais que j'ai trouvée assez intéressante et que peut-être qui pourrait inspirer d'autres à plus grande échelle en dehors des élections. Je pense que c'est des choses qui peuvent se faire parce que je pense qu'aujourd'hui, la lutte contre la désinformation ne doit pas être uniquement une affaire de ceux qui font du fact-checking, des fact-checkers, ça ne doit pas être uniquement une affaire des journalistes, parce qu'au fond, les journalistes sont aussi des acteurs de la désinformation d'une certaine façon, au vu de ce que j'ai dit un peu plus haut dans la discussion. Donc, je pense qu'ouvrir et travailler avec d'autres entités, des acteurs de la société civile, des écoles de journalisme, des organisations de jeunes, des influenceurs, ça peut aider d'avoir une vision globale de la problématique de la désinformation et d'apporter des réponses adéquates, une réponse, on va dire, holistique, mais vraiment des réponses qui prennent en compte beaucoup d'aspects parce que je pense que on parle beaucoup de désinformation, mais il y a beaucoup de paramètres souvent qu'on ne prend pas en compte, des paramètres culturels, des paramètres technologiques. Donc, les gens ne sont pas confrontés à ces problèmes de la même manière. Donc, ouvrir le spectre et collaborer avec le plus d'entités possible peut aider à mieux faire face à cette question, à la désinformation. Donc oui, il y a eu des collaborations intéressantes. Il y a aussi une autre expérience que j'ai eue à Africa Tech et que j'ai laissé en cours pour aller venir faire mon doctorat, qui était que en collaboration avec CFI, c'est un projet qui a été financé par CFI mais exécuté par Africa Tech en partenariat avec EGICOM, qui était de sélectionner des journalistes venant de 4 à 5 rédactions de médias classiques au Sénégal, de les former en fact-checking et de les accompagner pour créer une rubrique de fact-checking. Et je suis heureux de voir, par exemple, que le quotidien national Le Soleil au Sénégal a aujourd'hui une rubrique fact-checking très intéressante. Et justement, Le Soleil faisait partie de ce projet-là. Donc, je pense que les choses sont en train de prendre en forme, mais assez lentement quand même. Eh bien, ça donne quand même de l'espoir. J'étais pas au courant par rapport au quotidien national, qui a une rubrique, fact-checking. Donc merci beaucoup pour ça, Samba. Et c'est vrai que il faut une coopération. Ce n'est pas 2 entités différentes, ce n'est pas 2, on va dire 2 choses différentes. Le fact-checking et le journalisme sont complémentaires et doivent être complémentaires et donc on n'en est qu'au début, mais on voit beaucoup de progrès et je pense que chacun d'entre nous, que ce soit nous en tant que fact-checker ou aussi les auditeurs, eh ben, on peut, être encouragés à justement faire nos propres recherches et tout et ça peut nous aider pour n'importe quoi parce que parfois, on se laisse emporter par, nos émotions. Même en tant que journaliste, on a des émotions, on n'est pas des robots, mais on doit toujours penser aux faits parce que tout ce qu'on dira, tout ce qu'on écrira, tout ce qu'on transmettra comme information peut avoir des conséquences gravissimes. Alors, justement, on va arriver plus ou moins à la fin de l'épisode, mais j'aurais une petite question à tous les deux, donc Sagaïdou et Samba. Est-ce que vous auriez une astuce à proposer à nos auditeurs s'ils souhaiteraient vérifier des informations justement à partir de médias traditionnels? Parce qu'on a utilisé beaucoup d'outils pour les réseaux sociaux, mais lorsque c'est transmis à la radio, à la télé, en presse, on fait comment pour vérifier ces informations-là? Donc, je vais d'abord demander à Sagaïdou et puis ensuite, Samba, tu pourras répondre à cette question. Je pense que le réflexe d'abord, c'est d'abord de diversifier les sources. On pourrait
connaître, par exemple, un journaliste avec lequel on est en contact ou plusieurs. Et si on voit une information et qu'on doute de cette information, on a tenté de diversifier les sources, les différents médias. Et que jusque-là, il y a un doute qui persiste. Il faut se tourner vers les acteurs du milieu. Il faut essayer de vérifier auprès d'eux. Moi, il m'arrive très souvent que des gens me contactent pour m'interroger sur tel sujet, tel document. Et souvent, ce sont des choses, peut-être sur le champ, je n'ai même pas l'intention de travailler là-dessus, mais je m'efforce quand même à chercher, à vérifier ces informations. Et quand je n'ai pas trouvé de trucs, par exemple, tout récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un document sur lequel sont énumérés de prétendus salaires de membres d'une commission ici au Mali qui concerne la réconciliation et la justice. Directement, moi, quand je vis les trucs, bon, je dis d'abord le contexte n'y suit pas. On est dans un pays où aujourd'hui, il est très difficile de parler de certains sujets. D'abord, la première chose, pour moi, c'était d'authentifier le document. Et si moi, je vais vers j'ai tenté de trouver le document dans les journaux officiels, c'est que je n'ai pas trouvé. Et si je me tourne vers l'institution, le ministère, et là, je pourrais me poser des problèmes, surtout avec ma casquette investigation. Et d'autant plus que tout récemment, j'ai produit un papier d'investigation. Là, sur la sécurité, je pourrais me faire des problèmes. Moi, j'étais honnête envers la personne. Je lui ai dit que, bon, je n'ai pas trouvé d'éléments pour confirmer ça. Je ne peux pas dire aussi que c'est faux et je ne suis pas en mesure de vérifier l'information. Maintenant, ce que lui, il peut faire à son niveau, c'est de ne pas partager avec les autres, de ne pas contribuer au large partage des documents. Voilà, au cas où ça serait infondé. Voilà, ce sont des astuces qui peuvent aider. Et aujourd'hui, quand il s'agit des images ou de vidéos, on peut se donner le temps au moins de vérifier leur contexte. On a Google Lens, les recherches inversées d'images. Si on veut vraiment être sûr de ce qui accompagne l'image ou la vidéo, on pourrait vérifier grâce à ces outils ou bien directement proposer le contenu aux fact-checkers qui peuvent, eux, travailler là-dessus à leur niveau. S'ils trouvent de résultats concluants, et ils vont produire un papier et là, c'est au profit de tout le monde. Donc, pour moi, on est tous... certes, on est dans le milieu, on est journaliste, on est fact-checker, mais il arrive souvent qu'on trouve de pistes à partir des lecteurs, à partir de leurs réactions, et voilà, des bonnes pistes qui peuvent nous conduire à des résultats concluants. Donc, on doit tous participer à cela. Voilà. Oui, bien sûr, tu as soulevé un très bon point, c'est que, par exemple, dans nos recherches, pour trouver justement de fausses informations, des informations trompeuses, les termes fake ou fake news, quand on les recherche, bah, ça nous aide à trouver justement les fausses informations. Parce qu'il y a des internautes qui ont fait des recherches ou qui se sont posés des questions et qui ont alerté les autres lecteurs ou auditeurs ou autres sur le fait que l'information elle était fausse. Donc ils commentaient sous la publication: «Attention, c'est fake, attention, c'est faux». Donc on voit bien qu'il y a quand même un travail qui est fait au préalable. Donc merci beaucoup Sagaïdou, tu parlais justement de diversifier les sources, d'utiliser certains outils comme la recherche d'images inversées, qu'on peut utiliser aussi pour les vidéos. Samba, est-ce que toi tu aurais aussi d'autres astuces, très rapidement à proposer à nos auditeurs pour qu'ils puissent vérifier justement des informations provenant des médias traditionnels? Je pense que déjà, pour les utilisateurs ordinaires ou les consommateurs ordinaires de l'information, être tout le temps en train de vérifier une information, ça peut être compliqué.
Mais déjà, oui, je suis d'accord, diversifier les sources d'information, c'est très important. Ça, c'est la première chose. Donc, quand vous voyez une information sur un média précis, essayez de voir si d'autres médias en parlent et comment ils en parlent. Bon, il peut arriver maintenant que un média spécifique ait ce qu'on appelle un scoop, mais bon, le scoop, c'est une question de quelques minutes, quelques heures dès qu'un média le donne. Les autres vont venir reprendre et retravailler, revérifier et peut-être ajouter des choses. Donc, si on diversifie les sources, on a les moyens, voilà, de s'assurer que bah, si d'autres médias ne donnent pas attention. Et je pense que aussi l'autre chose la plus importante quand on lit une information, peut-être pas tout de suite avoir les moyens de vérifier, mais déjà savoir si on peut se fier à cette information. D'abord, la première chose, c'est que quand vous lisez une information, faites attention aux sources qui sont citées. Déjà, est-ce que des sources sont citées? Parce que quand un jour un média donne une information, l'information ne tombe pas du ciel, l'information vient de quelque part. Je donnais tout à l'heure l'exemple que j'ai donné un peu plus haut sur l'erreur de Walfadjri. C'est vrai qu'il y avait un document qui allait avec. Bon, mais déjà, ce document-là, si en tant que lecteur, vous lisez attentivement, vous voyez déjà qu'il y a un problème par rapport à ce qui est dit. Donc, lisez et voyez quelles sont les sources qui sont citées. Est-ce que ce sont des sources fiables qui sont citées en tant que source d'où provient cette information? Est-ce qu'il y a des sources variées et est-ce que, de votre connaissance, ces sources sont des sources fiables et crédibles? Ça vous permet déjà d'avoir, de vous dire est-ce que je dois me fier à cette information ou pas. Mais étant très souvent sur les réseaux sociaux, je vois maintenant que de plus en plus de personnes quand ils voient une information, voilà, se posent des questions, demandent quelle est la source. Je pense que c'est un bon réflexe. Ensuite, ils disent, oh bon, écoutez, voilà, une information sur Twitter, moi je préfère attendre d'abord. Dans quelques heures, dans quelques minutes, j'attends de voir est-ce que ça va se confirmer. Donc, je pense qu'il y a cette attitude de prudence qu'il faut avoir. Et pour moi, c'est le conseil que je donne toujours aux gens, quelle que soit l'information, faites un minimum de travail de vérification. Donc, ça peut être essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres médias qui en parlent. Si vous Mhm. connaissez quelqu'un qui travaille dans le secteur sur lequel porte la dite information, vous pouvez appeler la personne juste pour demander parce que parfois, malheureusement, les journalistes écrivent des articles sur des sujets sur lesquels ils n'ont aucune maîtrise. Et vous allez voir que, par exemple, des C'est- gens qui travaillent dans ce secteur, quand vous leur posez la question, ils vont dire, ah, je pense que le journaliste a très mal compris ou a très mal interprété. Donc, vous pouvez aussi faire ça, essayer de voir si bah, l'article porte sur des questions judiciaires, si vous connaissez quelqu'un qui qui est un juriste spécialisé de ce domaine spécifique du droit, vous pouvez demander pour vous dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Euh, voilà. Et puis, justement, vraiment faire attention aux sources. Moi, je dis toujours aux gens, une information qui n'a pas de source, bah, il faut toujours se méfier. Donc, d'abord, assurez-vous Mhm. que l'information s'appuie sur des sources. Quelles sont les sources qui sont citées et est-ce que les sources qui sont citées sont plus ou moins fiables? Voilà. Merci beaucoup Samba, merci beaucoup Sagaïdou. Et en tout cas, merci pour vos interventions parce qu'on vit dans une époque où il y a de plus en plus de médias. On est comblé d'informations de partout, de plusieurs médias, il y a plusieurs sources. Je ne sais pas comment c'était il y a peut-être 40 ans, 60 ans, mais je pense que on se fiait beaucoup plus à la télévision, à ce qu'on entendait à la radio ou à ce qu'on lisait dans la presse. Et les temps, ils ont changé. On a des informations à portée de main sur nos téléphones. On se réveille avec une information, on s'endort avec une autre. Donc, il faut qu'on fasse de plus en plus attention à tout ce qu'on reçoit comme information. Et ça montre encore plus l'importance du fact-checking, pas seulement pour les vérificateurs, mais aussi pour les journalistes et pour les médias et l'information en général.
Donc merci en tout cas pour vos interventions. Et vous pouvez suivre Samba Dialimpa et Sagaïdou Bilal sur leurs réseaux sociaux pour être au courant de leur travail en tant que fact-checker dans leurs médias respectifs. Et voilà, tout ça, ça marque la fin de cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce numéro de Facto. Vous pouvez retrouver individuellement chaque épisode sur Spotify, YouTube et bien sûr, vous pouvez réécouter cet épisode sur X. On vous encourage à nous suivre sur nos réseaux sociaux et surtout, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker pour lutter contre les fake news et les fausses informations. Et on se retrouve dans 4 jours, le dimanche 20 octobre, pour parler des deepfakes et de la manipulation numérique qui représentent une nouvelle menace. Merci beaucoup Sagaïdou, merci beaucoup Samba, à la prochaine. Merci et au revoir. Merci. Merci à tout le monde et au revoir. Facto, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Ce podcast est une production de Tama Media, soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, dans le cadre d'un consortium avec La Voix de Mopti et Setanal Media.